Je ne recrute que des gens avec lesquels j'ai plaisir à déjeuner. Voilà. Une grosse année, on a eu un directeur commercial avec lequel ça ne passait pas du tout. Au bout de 2 mois, il a dit trop de télétravail, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me motiver suffisamment. Je ne connais pas un entrepreneur aujourd'hui qui ne te dise pas Fontaine, je ne mourrai pas de ton nom. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a 2 ans, je t'aurais dit écoute, moi, je vendrai jamais. Entre guillemets. Aujourd'hui, est-ce que si j'ai une vraie belle proposition, est-ce que je vendrai pas? Je sais pas. Je sais pas. Bernard Tapie, à une époque, il disait le chef d'entreprise n'a pas besoin d'être compétent. C'est fini. Par contre, il a juste besoin d'avoir une seule compétence, c'est de savoir bien s'entourer. Parce qu'en fait, on a beaucoup étudié les solutions de nos concurrents et on a considéré que c'était de la merde. Il a quitté un job à plus de 20 000 € par mois parce qu'il s'ennuyait. À 45 ans, il décide de repartir de zéro pour créer une boîte dans un secteur ultra niche, ultra technique et ultra réglementé, les télécoms pour la finance. Sa solution permet aujourd'hui à ses clients de respecter des contraintes très strictes tout en pilotant l'ensemble de leur communication. Et surtout, il a fait un choix rare, construire une boîte volontairement petite, rentable et internationale, avec des contrats longs et une équipe réduite. Mon invité est Anthony Derbès et nous allons ensemble décrypter comment tu construis une entreprise rentable dans un marché complexe sans chercher à croître à tout prix. Bienvenue Anthony. Bonjour Julien et merci. Alors Anthony, j'ai envie d'aller directement dans ce sujet-là, mais aujourd'hui, vous êtes une petite équipe, alors tu vas nous dire justement combien, on va voir comment toi tu considères une petite équipe avec une présence à l'international, des clients dans la finance, dans un secteur ultra niche. Pourquoi toi tu fais le choix de rester volontairement sous 50 collaborateurs? Alors il y a plein de raisons. La première, c'est dans une société, la gestion de l'humain, il n'y a pas pire. Donc déjà, tu vas t'enlever au quotidien un poids certain. C'est-à-dire, plutôt que d'aller déléguer à un DRH, une structure où tu vas avoir 40, 50, 60, 100 salariés, etc., où finalement tu ne vas pas maîtriser l'écosystème de tes salariés, là, tu vas avoir des collaborateurs que tu connais parfaitement, avec lesquels tu as plaisir à travailler tous les jours. Donc, c'est une volonté forte de notre côté. On grossit doucement, tranquillement, mais avec des gens, pour chaque recrutement, que nous apprécions énormément. Et il y avait, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, je crois que c'est Jérémy Ferrari ou un autre humoriste qui disait « Je ne recrute plus que des gens avec lesquels j'ai envie de déjeuner ». C'est exactement la même chose. Je ne recrute que des gens avec lesquels j'ai plaisir à déjeuner. Voilà. Ok, donc une équipe plutôt à taille humaine. Complètement. Aujourd'hui, on est un peu moins d'une quinzaine de salariés. D'accord. Et alors, justement, parce que quand on arrive après à 20, 50, etc., on sait aussi qu'il y a des paliers qui t'obligent à mettre en place des choses, des CSE, etc., etc. Est-ce que c'est aussi motivé par ça ou pas? Aussi, Ouais. tout à fait. Tu sais que l'administration française, c'est un grand plaisir. Donc tout l'administratif étant quelque chose de merveilleux. Ce qu'il faut garder en tête, ça va être ton modèle de commercialisation. Si tu fais par exemple de la vente directe, il va te falloir beaucoup de commerciaux, par exemple. Nous, tout de suite, dès le lancement, on a choisi de la vente indirecte, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur un réseau de partenaires. Donc à la place d'avoir 50 commerciaux qui vont essayer d'adresser X clients, on va avoir très peu de commerciaux qui vont adresser très peu de partenaires. Donc ils vont bien pouvoir s'occuper d'eux. Et nos partenaires sont parfaitement formés, du coup ils sont relativement autonomes, et ils vont vendre pour nous. Donc, pas besoin d'avoir une taille, je dirais, énorme pour pouvoir arriver à croître, faire du chiffre et faire en sorte que nos clients soient satisfaits. Vous le savez, des entrepreneurs, j'en interview des centaines. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un en particulier, c'est Fabien Prêtre, cofondateur de l'imprimerie en ligne Fullfiller, basée à Orléans. Fabien est déjà monté sur scène d'un des événements Comment t'as fait pour partager ses secrets de croissance fulgurante. Et aujourd'hui, il est aussi sponsor du podcast Comment t'as fait. Normal, l'entrepreneuriat, il l'a dans la peau. Son obsession, l'ultra satisfaction client. Avec Fullfiller, vous imprimez tous vos supports de communication, petit et grand format. Top prix, délai express, qualité garantie. Roll-up, mur d'image, carte de visite, signalétique, textile et objets publicitaires, tout est là en un clic. Et si vous avez une question, l'équipe vous répond en moins de 45 secondes avec le sourire. Alors, rendez-vous sur fullfiller.com, votre imprimerie en ligne, et boostez la communication de votre entreprise. J'interromps quelques instants cet épisode pour vous partager ce qui a complètement changé ma manière de piloter mes entreprises. En 2020, j'ai fait le constat que je n'avais pas de vision globale de mes sociétés, que mes décisions étaient prises au doigt mouillé et que chaque mois, les abonnements et outils se multipliaient sans toujours être connectés entre eux. En 2021, j'ai décidé d'agir. En intégrant la suite business de plus de 45 applications Zoho One, j'ai donné les moyens à mes équipes et mes entreprises de se développer et d'être plus efficaces. Du CRM aux enquêtes de satisfaction en passant par la gestion de projet ou encore les RH, les applications Zoho nous accompagnent au quotidien et les résultats sont là. Imaginez 45 applications à partir de 37 € par mois par utilisateur. Difficile de trouver mieux pour une solution tout en un qui permet d'être réellement le pilote de son entreprise.
entreprises. Parce qu'avec Comment t'as fait, notre mission est d'accélérer le développement des entrepreneurs et de leurs entreprises. Je vous partage un lien d'essai gratuit de la suite Zoho One dans la description de cet épisode. Allez, retour à mon invité du jour. Est-ce que pour vulgariser ou prendre une comparaison, comprendre, est-ce que c'est un peu le modèle des éditeurs comme Microsoft ou autres qui vont pas forcément toujours vendre en direct, ou en tout cas en fonction des tailles d'entreprise, et qui vont s'appuyer sur des revendeurs, des intégrateurs? C'est exactement ça. C'est D'accord. exactement ça. En fait, garde toujours en tête le fait d'optimiser la taille de tes équipes par rapport à la taille de ton marché et la façon dont tu vas pouvoir le pénétrer. Si je devais ou si j'avais dû dès le début recruter 20 commerciaux à l'international, en France et à l'international, j'aurais dû lever des sommes pharaoniques, j'aurais dû m'investir d'une façon incroyable parce qu'il faut motiver tout le monde, il faut courir après tout le monde toute la journée, etc. Donc il y a une pression qui est très très forte. Là aujourd'hui, ma pression est beaucoup plus limitée, même si bien sûr elle est très forte parce que tu te la mets automatiquement, mais elle est beaucoup moins forte sur le niveau humain. Ok. Toi aujourd'hui, ton rôle c'est quoi? Tu es le premier commercial de ta boîte ou pas? Enfin, comment tu gères aujourd'hui l'entreprise et l'équipe que tu as à disposition? Alors c'est exactement ça. Je pense que pour toute PME, le dirigeant demeure le premier commercial de sa boîte. Donc aujourd'hui, mon métier est relativement simple. Il va y avoir une partie relations publiques. Et je considère que ce que l'on est en train de faire en fait partie. Donc pour se faire connaître, pour faire parler effectivement de sa société, mais aussi pour montrer à des potentiels collaborateurs un petit peu la mentalité de la boîte, ce qui nous motive, ce qui fait qu'ils auraient intérêt à venir chez nous. Donc il ne faut pas oublier aussi que le marché aujourd'hui, même s'il est compliqué, le marché du travail, par exemple pour trouver des développeurs, c'est pas ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui en France, mais on en trouve. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre équipe est totalement basée en France, de base. On s'est internationalisé avec la partie anglaise, donc on a une filiale en Angleterre directement aujourd'hui, mais en France, on a des gens qui peuvent travailler où ils le souhaitent et quand ils le souhaitent. Donc par exemple, notre patron de la technique est à Amiens, le patron des opérations est à Rennes, moi je suis entre Marseille et Paris, donc, et on va se retrouver sur une journée, tout le monde, toute l'équipe, sur Paris, dans nos locaux, directement. Et durant cette journée-là, on va expliquer. On va dire, par exemple, à un développeur, tiens, tu as pris du retard là-dessus. Ce retard là-dessus implique un problème de facturation. Ce problème de facturation implique un problème de cash. Donc, c'est relativement simple. Chaque personne est au courant exactement de l'état financier de l'entreprise, du déploiement de chaque contrat, de l'état d'esprit du client final, etc., etc. Et tout le monde est impliqué. Et tu as des tableaux de bord qui sont live et que tout le monde voit, ou c'est toi qui leur présente? C'est moi qui leur présente tous les mois. D'accord, donc Voilà. donc ça c'est un rituel mensuel, ce que tu C'est ça. évoques, d'accord, qui te permet de gérer une équipe finalement qui est fragmentée sur le territoire. Exactement. Ok, et par rapport au nombre de collaborateurs totaux, tu disais on a aussi une filiale au UK, Oui, tu tout les à fait. inclus dans le compte, enfin comment c'est Oui, réparti? tout à fait. Ils se déplacent eux aussi, donc ils viennent directement depuis Londres. Il y a Birmingham, enfin bon, il y a plusieurs endroits. Donc ils viennent, ils nous rejoignent directement ici. Donc ils sont plutôt contents, ça leur permet de visiter Paris à chaque fois. Donc ça le fait. Généralement, on a un gros repas. On essaye ponctuellement d'avoir des petits événements, histoire de rajouter la cohésion d'équipe. Pourquoi? Parce que là encore, comme on fait principalement du télétravail, si tu n'as pas ce style de rendez-vous régulier, en termes de cohésion, ça peut être compliqué. Même si tout le monde utilise Teams et même si effectivement tout le monde aujourd'hui apprécie plus ou moins le télétravail, il faut être certain, tu vois, quand tu parles de recrutement, il faut être certain que la personne que tu as en face de toi soit capable de se gérer, soit capable d'être autonome. Aujourd'hui, je pense que c'est le plus dur, tu vois, il y a encore une grosse année, on a eu un directeur commercial avec lequel ça ne passait pas du tout. Au bout de 2 mois, il a dit trop de télétravail, je n'y arrive pas, je n'arrive pas à me motiver suffisamment. Donc c'est relativement simple. Ce qu'il en sort, c'est quand tu recrutes quelqu'un qui vient d'une grosse structure, avec de grosses équipes, il est peu ou pas flexible, il a été habitué à tous les jours, tous les matins, arriver au bureau, il arrive, il a 50 balais, tu lui demandes de reprendre son petit bâton de pèlerin, tu lui demandes de changer ses habitudes, trop compliqué. Et ça, tu l'avais anticipé ou pas? Tu considères toi une erreur de ta part ou pas? Là, c'est clairement une erreur de ma part, ouais, tout à fait. Même si humainement, la personne était très bien, clairement, ça a été sous-estimé et pourtant, on en avait beaucoup parlé. Ouais, comme quoi, le recrutement, c'est jamais Non. c'est jamais une équation mathématique. D'où l'intérêt d'une petite taille. Oui, exactement. Non, mais bien sûr. Et à l'inverse, la petite taille, le risque, c'est qu'un profil peut vite avoir des conséquences importantes sur une entreprise. Mais on essaye de dupliquer chaque poste, en fait. D'accord, ok. À la base. Donc, toi, tu as fait le choix de rester à cette taille-là.
On parlait de contrats tout à l'heure, longue Mhm. durée, donc c'est des contrats Ouais, entre 5 3 ans. et 5 ans. Donc c'est-à-dire que toi, ton modèle, de manière finalement native, naturelle, c'est un modèle d'abonnement. Ouais, exactement. Ok, C'est du SaaS, donc une ok. solution SaaS, sur un abonnement annuel, donc tu payes upfront ton année. Mhm. Tu peux payer 3 ans ou 5 ans, hein, Donc, il y a une petite remise donc toi, en si, plus, tu fais du cash flow, donc la voilà, trésorerie ça positive. c'est Intéressant. génial, donc on va pas cracher dessus, soyons bien Mhm. d'accord. Mais l'avantage effectivement, c'est que ma visibilité, quand je signe un client, je sais que pendant au moins 3 ans à minima et généralement 5, bah, je suis tranquille. Oui, Je connais mes revenus mensuels, je sais ce qui rentre exactement par client et même principe, il est assez facile pour nous de connaître, la marge que l'on va aussi récupérer par client. hmm, Puisqu'on connaît parfaitement nos coûts fixes, c'est de l'hébergement, c'est du SaaS. Donc tu sais, grosso modo, tu vas dire: «Tiens, je suis sur Azure, Azure me coûte 15 000 € par mois». Bon, bah, tu as, 100 clients, bah, tu divises 15 000 par 100. Alors il y a des notions de taille bien sûr. Ouais. et cetera, mais globalement, bah, chaque nouveau client qui rentre, tu sais, exactement le niveau de marge que tu vas avoir. Donc, en fait, c'est un modèle assez prédictible Oui, que complètement. tu peux avoir. Et ça, toi, tu l'avais monté de manière consciente. Oui. Comment tu as pris les décisions, voilà, Bah, en et fait, je quand tu te venais, poses sur le sujet au Si départ. tu vois, c'est très simple. Je venais d'une société que j'ai vu évoluer d'un modèle CAPEX à un modèle OPEX. Mhm. Donc, d'un mode où ben, on signe 100 000 €, on prend 100 000 € tout de suite, à un mode où ben, maintenant c'est 5 000 € tous les mois pendant 3 ans. Hmm. Et j'ai bien compris l'importance du mode OPEX, si tu veux, où tu as cette prévisibilité. Donc, c'est quand même une sérénité pour un chef d'entreprise qui n'a pas de prix aujourd'hui. Eh oui. Parce que le contrat à 100 000, c'est merveilleux. Hein, ton contrat à 6 chiffres, même 7 chiffres, c'est fantastique. Sauf qu'une fois que tu l'as signé, ben, tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, il faut recommencer. Eh oui. Là, l'avantage, c'est que tu signes pendant 3 ans, c'est prédictible, tu es tranquille, Hmm. ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui donne une visibilité sur le long terme par rapport à ta société, sur le moyen et long terme, qui est ultra intéressante. Donc dès le début, le modèle SaaS, le modèle récurrent s'est imposé et la durée s'est imposée d'elle-même puisque dans la finance, il y a une réglementation qui s'appelle MiFID II. Et par exemple, MiFID II, pour tout ce qui est enregistrement des communications, il t'oblige à les stocker pendant 5 ans. D'accord. Donc quand tu commences, ton contrat, A il fait priori, 5 ans. c'est 5 ans. Voilà. Alors ça peut être 5 ou 7. Donc tu vois l'avantage, bah, Hmm. pendant 5 ans ou 7 ans. Alors, maintenant, ça m'intéresse de comprendre. Parce que là, sur le marché, enfin, sur Oui. le papier, est-ce que tu m'expliques? Moi, ça m'intéresse. Toi, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, j'ai des grands yeux ouverts. Je me dis, attends, un marché où tu as du récurrent sur 5 à 7 Mhm. ans, sur une taille d'entreprise, voilà. Je me dis, c'est malin, c'est smart. Mm. Ça, c'est le modèle. Toi, tu connaissais déjà le secteur d'activité Oui. ou pas? Ouais, Oui, complètement. d'accord. En fait, j'étais directeur général d'une filiale d'un groupe allemand D'accord. qui travaillait déjà dedans. Mhm. Et donc, j'ai monté ma structure en m'appuyant sur ce que j'avais appris dans cette société-là. C'est aussi D'accord. simple que ça. Ok. J'ai dupliqué le modèle sur un produit complémentaire, tout simplement. D'accord, donc en fait, voilà, tu avais déjà J'avais la déjà les connaissance clients, j'avais déjà secteur, les et cetera. Parce partenaires. que on parlait tout à l'heure en préambule que tu es sur un marché ultra niche. Mhm, Donc, on faisait le schéma, tu as la niche et tu as l'ultra niche. exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, concrètement, ce que fait la société, Hmm. pour qu'on arrive à comprendre un peu mieux? Là, on a vu le modèle, donc on voit dans les grandes lignes, mais concrètement, c'est quoi le pain point que tu enlèves de tes clients? Qui sont tes clients et comment tu les adresses? Très bien. Bah, si tu veux, en 2018, donc il y a une nouvelle réglementation qui est arrivée qui s'appelle toujours MiFID II. Donc MiFID II pour les institutions financières, les obliger à grosso modo, à partir du moment où tu donnes un conseil financier à ton client, tu dois soit te l'enregistrer, si Mhm. tu le fais à l'oral, soit il doit y avoir une trace écrite avec un contrat, quelque chose qui doit être signé, etc. Et ça, tu te dis ok, bon ben je sais pas, j'appelle mon banquier est enregistré, très bien, ça le fait. Non, le régulateur est arrivé en disant maintenant tu l'enregistres, c'est bien, Mhm. mais il faut que tu prouves que tu ne perds pas du tout d'enregistrement. Donc ça peut paraître ridicule, on Que se tu as dit tiens, l'entièreté de voilà, l'échange? tiens, pas que, même que l'enregistrement soit bien là. D'accord. Pourquoi? Parce que regarde, tiens, au moment où tu es là, tu lances ton enregistrement, il y a un petit problème réseau, quelques millisecondes, Mmh. l'enregistrement se déclenche pas. Mmh. T'as pas de preuve, t'as pas de trace. Donc il dit, un, tu dois prouver que tu as tous tes enregistrements. Deux, tu dois prouver que la qualité de la voix est bonne. Il faut que ça soit audible. Hein, Mmh. tu vois, il est dans la voiture, Oui. c'est catastrophique, quelque chose comme ça. Trois, tu dois prouver effectivement qu'il est entier, qu'il est exact. C'est-à-dire que l'enregistrement, ben, il y a eu un appel de 5 minutes, qu'il n'ait pas été coupé au bout de 2, qu'il manque pas les données associées à cet enregistrement quand tu vas faire la recherche, c'est-à-dire le jour, la date, ça s'appelle les métadonnées, etc.
Et donc, si tu veux, il y a tout un tas de vérifications qui doivent être faites, soit par l'équipe informatique, soit par l'équipe conformité. Nous, on a développé un soft qui fait ça, qui l'automatise de D'accord. façon exhaustive, et c'est réglé. Donc le matin, ils arrivent, ils ont leur rapport de la veille, le tableau, ils ont tout ce qu'il faut, et s'il y a le moins de soucis dans la journée, ils reçoivent une alarme. Donc ils sont tranquilles. Ça, c'est la première chose. Les clients sont venus nous voir en nous disant, ça c'est chouette. Une fois qu'on s'est mis à faire ça, ils nous ont dit, bah, puisque tu fais ça, est-ce que tu pourrais pas finalement gérer aussi la brique téléphonie? Donc on s'est dit, pour le moment, la brique téléphonie, on est un petit peu jeune, mais on peut vous dire comment est utilisée la brique téléphonie, et ensuite, si vous avez un incident, d'où est-ce qu'il vient? Parce que regarde, tu utilises Teams. Tu as un incident sur Teams, tu appelles qui? T'appelles Microsoft? T'appelles ton opérateur Internet, Orange ou autre? C'est peut-être un équipement? Tu n'en sais rien. C'est une sorte de boîte noire. En fait, la téléphonie, les UCAS, donc les communications unifiées as a service, aujourd'hui, c'est une boîte noire pour la DSI. On leur a dit, cette boîte noire, on va vous la rendre transparente et on va vous expliquer où il y a le moins de soucis. Super. Donc, on est passé de la conformité à la supervision. On leur a dit en plus, payez cher. Non, vous n'aimeriez pas essayer de bien comprendre vos coûts? Tu utilises du cloud, tu vas utiliser Microsoft Azure. Donc le cloud de Microsoft. Pourquoi tu payes autant de VM? Quelle consommation de vCPU? Quelle consommation de RAM? Pourquoi finalement, etc. On a checké tout ça et on vous dit, on dit à nos clients donc, attention, là il y a un problème, telle licence, ça vous sert à rien, elle n'a pas utilisé depuis 3 mois, elle vous coûte tant tous les mois, etc., etc. Donc si tu veux, on a commencé par de l'ultra niche, on est arrivé sur quelque chose qui n'est plus du tout. Donc ce qui est assez surprenant et ce qui est assez amusant, c'est qu'on est vraiment passé avec des clients uniquement dans le domaine de la finance, à des clients comme la SNCF, comme Vinci, comme d'autres, plutôt des gros clients, puisqu'il faut avoir quand même des réseaux et des besoins assez importants. Et derrière, tu vas te retrouver finalement à travailler plutôt avec des grands comptes, plutôt avec des montants un peu sympas, en termes de contrats. C'est quoi des paniers moyens chez toi? Aujourd'hui, aux alentours de 100 000. À l'année? Ouais, exactement. Donc tu vois, c'est plutôt sympa. Quand tu commences à avoir 6 chiffres, ça commence à le faire. Par contre, on est passé de... On signait des contrats entre 1 et 3 mois, ça signait vite. Maintenant, on va négocier entre 12 et 24. Ah oui, donc ton cycle de vente est beaucoup plus long qu'avant. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de concurrence? Parce qu'il faut cocher plus de cases Parce que c'est beaucoup plus cher. Ouais. Parce qu'avant, tu prenais quelque chose qui était une obligation légale. Tu dois répondre à MiFID 2, à du must-have. Donc le must-have, c'est très bien, mais malheureusement, ça peut attendre la plupart du temps. Donc il faut que le client ait rencontré un incident, il faut que le client n'ait pas de problème de budget, il faut que le client n'ait pas de problème de personnel à ce moment-là, etc., etc. Donc tu te retrouves à avoir un positionnement qui est plus du tout le même sur des budgets qui sont plus les mêmes. Donc automatiquement, on est passé d'un panier moyen de 20K à un panier moyen qui est plutôt aux alentours de 100K. Donc 20K se signe, voilà. À partir de 100K, ok. beaucoup plus Donc comment tu t'adaptes à ça? Parce que après, moi, j'aimerais bien avoir une vue, tu vois, SWOT et Pestel sur l'entreprise. Ok, bah, quelles sont les barrières à l'entrée ou pas? Est-ce que c'est une techno propriétaire d'ailleurs que vous Oui. avez? Ouais, tout Est-ce à qu'elle est fait. brevetée, pas brevetée? Enfin, de rentrer dans le moteur finalement. Alors, si tu veux, à la base, on utilise un data lake. Donc, on a créé notre propre data lake directement. Alors, c'est quoi un data lake? Voilà. Alors, ça porte bien son nom. Pour une fois, tu vois, Ouais. le lac de données, grosso modo, si tu préfères, c'est un endroit dans lequel tu vas mettre toutes tes données qui sont non structurées. Ok, donc brut. Tu mets tout en vrac. Tu récupères tout, tu le stockes là-dedans, tu vas avoir des terras de données. Et derrière, il va falloir récupérer celles qui t'intéressent. Notre compétence aujourd'hui n'est basée que là-dessus. C'est-à-dire que par rapport à une réglementation, par rapport à des technologies, comme la téléphonie, les données que tu vas récupérer, c'est assez pointu, c'est assez complexe. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de concurrence. Et c'est sur des le données secteur. confidentielles. Ce sont des données très confidentielles, surtout quand tu vois, par exemple, on enregistre des traders. Oui. Donc, on va faire attention d'où se retrouvent les enregistrements, de qui peut les consulter. Tu vois, on va avoir accès au log et tout ce qui va avec directement dessus. Donc, si tu veux, on a développé grosso modo pendant près de 2 ans la solution avant de la mettre sur le marché. Pourquoi? Parce que le marché financier n'accepte pas les approximations. C'est un marché où la confiance est clé. C'est-à-dire que si tu vas voir un client, faut que ça marche correctement. Là, le fake it until you made it, ça marchera pas. Ouais. Là, c'est pas possible. C'est-à-dire que le client, il regarde tous tes tableaux, il check, il vérifie dans tous les sens.
il va te le tordre autant qu'il peut. Si, par malheur, tu as fait du bricolage, Mmh. ça va pas être possible. Alors, tu Donc as dit le mot, je m'étais noté cette question. Comment justement des grands comptes comme ça, sur mmh ce type de données hyper confidentielles, spécifiques, ultra niche, comment toi tu les rassures et tu crées de la confiance chez eux pour dire: «Bah, OK, je confie à une boîte, de moins de 50 personnes, mh. tu vois, finalement ce sujet est très sensible pour moi». Et bah, écoute, en fait, on n'a pas à le faire. Mmh. Ça peut te surprendre, mais pas du tout. C'est notre partenaire qui va le faire pour nous. D'où l'intérêt de faire de la vente indirecte. Tu vas utiliser, par exemple, je te dis, tiens, aujourd'hui, un gros intégrateur avec lequel nous travaillons s'appelle NXO Faya. Donc, grosse structure, beaucoup d'employés, gros chiffre d'affaires. Bah, c'est pas compliqué, c'est lui qui va nous commercialiser chez son client final. Aujourd'hui, par exemple, quand tu vas, En quand il- exclu ou pas? Vous non, avez non? jamais. Mmh. Pas d'exclusivité. Là encore, mon expérience m'a appris de toujours éviter Ouais. l'exclusivité avec un Tu as eu distributeur. des convenus? Alors, personnellement, j'en ai pas eu, mais j'ai vu mon ancienne société galérer en Espagne Ouais. pour récupérer effectivement son parc client. Même chose en Italie. Ça m'a beaucoup appris. Mmh. Donc, quand tu te rends compte qu'il faut renégocier et racheter quelque chose que tu as déjà payé, Ouais. ça fait mal. Ça fait mal. Donc, jamais l'exclusivité, Ouais, jamais, pas exclusif. pas du tout. Par contre, tu peux avoir une protection. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut proposer. C'est-à-dire que si ton plus gros partenaire arrive et que tu as un tout petit partenaire à côté, ben, le plus gros va avoir une protection dessus, avec une remise complémentaire, par exemple, de 10%. Oui, pour des volumes ou pour des Voilà, mmh, exactement, que n'a pas le plus petit. Donc, OK. de ce côté-là, effectivement, tu peux l'aider. Ouais, donc toi, dans ton modèle, tu as choisi effectivement cette externalisation de la distribution en disant: «Bon, je la maîtrise peut-être moins, mais en tout cas, Ouais, moi, il faut que j'aille vendre auprès de ces partenaires qui ont une force finalement de vente beaucoup plus puissante que la mienne c'est ça. et qui nécessitent des investissements différents». Donc oui, il y a une commission au passage, mais d'un autre côté, tu as pas à gérer une armée de commerciaux avec le côté humain, mais aussi le côté technique, et tout le Exactement. suivi administratif derrière. Et tout l'enfer français. Ouais, ouais, OK. Tu es remarqué par ça, non? Non? Oui, parce que après quelques années à gérer des PME, tu te rends vite compte que l'administratif en France est quand même très compliqué Mmh. et très désagréable. Moi, j'ai des souvenirs de prud'hommes avec mon ancien employeur. Avant que j'arrive, avait eu des problèmes avec les prud'hommes. Et typiquement, quelqu'un qui s'est fait sortir pour s'être battu dans les locaux a quand même pris près de 1 an et quelques de salaire au prud'homme. Mmh. Euh, la personne s'est battue dans les locaux. Mmh. Donc tu te retrouves à payer 100 000 euros, c'est quelque chose qui pique un peu. Ouais. Tu vois, quand tu comptes le temps que tu vas avoir passé avec ton avocat, le temps que tu passes pour valider tout ça, la réception des conclusions, de faire appel. Et pourquoi alors? Parce que toi, tu disais que tu as une expérience en Allemagne Mhm. et tu es au UK aussi. Pourquoi avoir créé en France? Alors non, moi, mon entreprise, c'était la filiale d'un groupe allemand en France. D'accord. Donc moi, mon expérience est française. Française, Voilà. d'accord. Alors française et pays francophones, Mmh, globalement. OK. Donc aussi de la Suisse, du Luxembourg, mais aussi l'Afrique francophone. Donc on a des clients en Afrique francophone, principalement au Maroc. Mmh. Donc très beau marché pour la finance. Mmh. C'est le hub africain, tout simplement. Alors tu vas avoir du Dubaï sur une partie, mais sinon le Maroc a un bon positionnement sur la partie finance. Et donc tes clients sont que français? Non, pas du Ou tout. non, pas du tout? Non, Mais non, est-ce non. que c'est un avantage pour toi aujourd'hui d'être basé en France ou Oui. pas? Ouais. Ah ouais, clairement. Ouais. En fait, si tu veux, on peut le tourner comme on veut. Quand tu leur dis, écoutez, vous appelez de 8h à 19h, c'est quelqu'un qui est français, qui est à côté de chez vous, qui parle français, qui vous comprend, qui sait parfaitement de quoi il parle. Il n'est pas dans un centre de contact en Inde, vous n'êtes Mmh. pas le 172e appel de la journée. Mmh. Ça change tout. OK. Les clients sont très très friands de contacts français locaux. Pourquoi les UK? Parce que c'est le deuxième plus gros marché en Europe pour la finance. Ouais, pour la Voilà, finance. c'est aussi OK. simple que ça. Et là-bas, tu as fait quoi? Tu as trouvé un associé? Tu as ouvert un bureau? Comment tu as organisé Non, finalement on a le déploiement? fonctionné qu'en freelance pour le moment. D'accord. Voilà. Là encore, c'est un choix. Pour la partie administrative, hein, Ouais. c'est toujours la même Ouais. chose. C'est ce qui nous drive, c'est l'administratif, avec un objectif de chiffre d'affaires. En fonction de l'atteinte de ce chiffre d'affaires, il y aura l'ouverture, effectivement, entre guillemets, définitive d'une filiale avec un recrutement sous un format de salariat. Mmh. Mais pour le moment, Et pour tester le marché. exactement, mais plus que pour tester le marché. C'est Mmh. vraiment le fait de ne pas s'ennuyer au niveau administratif et de passer des heures au Mmh. carré sur, tu vois, créer une société, même si ça se crée plus vite, même
tout ce que tu veux. Ça t'oblige à avoir un comptable local, ça t'oblige à créer une structure locale, à avoir un avocat local, etc., etc. Enfin, il faut le ramener à la taille et au temps que tu vas avoir à mettre en face. L'inconvénient d'une petite structure, c'est que ton temps est extrêmement compté. L'avantage, c'est que tu as du temps de qualité. On est d'accord. Ok, sur votre secteur, du coup, on regarde de votre taille, le chiffre, je sais pas combien vous faites aujourd'hui de chiffre d'affaires. Alors, on communique peu sur le chiffre, mais grosso modo, plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Voilà. Ça vous positionne comment sur le marché? On est un tout petit. Ouais. Oui. En fait, nos concurrents sont très gros. Le marché, en fait, est assez étonnamment fragmenté, je dirais. Il y a vraiment 2 très gros, qui s'appellent Nice System et Verint System. Et il y a quelques petits au niveau mondial. Et je pense que notre volonté, en fait, est de vraiment arriver à nous détacher des autres pour arriver à, si tu veux, à être entre les deux, c'est-à-dire à être bien vu pour les très grands comptes, du coup, mais aussi être bien vu sur le mid-market, qui a été notre core business quand on a lancé la structure, qui aujourd'hui est en train d'évoluer, puisqu'on signe des très gros partenariats aujourd'hui. Enfin, on a signé au mois de juin un partenariat avec une société qui s'appelle IPC. IPC, c'est le leader mondial de la téléphonie pour les salles de marché. Tu sais, les traders, je sais pas si tu as déjà vu ça, mais quand tu rentres, ils ont un combiné droit, un combiné gauche, un micro au milieu, etc. Il y a plein d'écrans partout. Ouais. C'est toujours le cas. Il y en a de moins en moins, mais c'est toujours le cas et ça demeure des structures assez grosses. Même s'il y a beaucoup de trading électronique, il y a encore beaucoup de salles de marché. Beaucoup. Et en fait, on s'en rend pas compte, c'est-à-dire que, tiens, par exemple, on parlait tout à l'heure de Vinci. Vinci aujourd'hui, si tu veux, c'est une salle de trésorerie. C'est-à-dire que Vinci a tellement de cash que quitte à avoir du cash, autant le faire travailler cet argent. Donc ils ont leurs propres traders qui vont faire travailler leur argent directement. Même principe pour la SNCF. La SNCF dégage maintenant plus d'1 milliard de bénéfices. Cet argent, il faut le placer. Avant, ils plaçaient principalement de la dette. Maintenant, ils vont placer leur argent. Donc ce qui est plutôt pas mal. Oui, ce qui est une décision cohérente de dirigeant d'entreprise, de dire voilà, j'ai une trésorerie, soit ça me sert à anticiper des risques, soit ça. Effectivement je peux aussi le faire fructifier et c'est normal. Voilà, et généralement c'est un mix des deux. Ouais, c'est un mix des deux. Et donc voilà, donc tu te retrouves effectivement avec un marché qui est quand même conséquent, mais qui effectivement en termes de dimensionnement a tendance à diminuer. Et c'est pour ça que ce marché a tendance à partir vers la brique des communications unifiées. Donc c'est pour ça que maintenant on est certifié Microsoft, on est dans le startup programme For Azure et de Microsoft. Donc si tu veux, aujourd'hui, on passe d'une téléphonie qui est niche à une téléphonie qui est administrativement parlant classique. Donc toi, tu es obligé finalement d'aller chercher des intégrations ou des partenariats aussi avec d'autres acteurs du marché. Obligatoirement pour moi. Ah ouais, donc ça fait partie des négos et d'aller essayer de eux aussi créer la confiance. C'est exactement ça. Aujourd'hui, le plus long est vraiment là. Pourquoi ? Parce que pour qu'un partenaire te retienne, il faut qu'il ait confiance dans ton produit. Oui. C'est la première chose. La seconde, il faut qu'il soit certain de faire suffisamment de chiffre d'affaires. Oui, si tu leur apportes pas de volume. S'il va former 1, 2, 3, 4 personnes, il faut automatiquement que tu remportes X milliers d'euros en face. Donc si tu veux aujourd'hui, notre point le plus dur, c'est ça. Et c'est surtout le point le plus long. Dans le sens où tu vas valider ton contrat de partenariat. Derrière, il faut que tes produits soient référencés dans le CRM. Donc, on va créer tes lignes de produits dans le CRM. Tu dois aller former les commerciaux. Donc, tu vas former les commerciaux au niveau mondial. Tu vas former les ADV. Donc, ils vont passer les commandes. Donc, quelle case, à quel endroit venir récupérer, etc., etc. Les contrats, il faut qu'au niveau juridique, ils aient été faits pour que le partenaire soit couvert et que tu sois couvert. Donc, c'est quelque chose qui est, sur le papier, ultra intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu démultiplies ta force de frappe. Tu prends un IPC, au niveau mondial, tu vas avoir 50, 60 vendeurs. Donc tu as 60 vendeurs qui travaillent pour toi. C'est génial. Sauf qu'avant d'arriver à avoir ces 60 vendeurs qui travaillent pour toi, il y a des heures au carré de négociation, de validation technique, de validation juridique. Donc c'est effectivement extrêmement long. En fait, j'ai surtout profité du fait que je connaissais déjà ce secteur d'activité pour, dès le début, avoir quelques partenaires clés. Ce qui fait que ça tu avais déjà des portes d'entrée. Oui. Comment tu vas évoluer le marché ? Il y aura des consolidations, il y aura au contraire des fragmentations. Alors écoute, je pense que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir un marché qui va être assez, je dirais, segmenté, avec pas mal de petits. Les petits ont toujours tendance à un moment ou un autre à se rapprocher les uns avec les autres.
Ces petits deviennent un moyen, ce moyen se fait racheter par un gros, et puis tu vois des nouveaux petits qui réapparaissent à côté sur d'autres technos, etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment en phase de consolidation, mais chaque petit se bat pieds et poings liés directement sur sa couverture géographique, ça c'est la première chose. Donc typiquement en Angleterre, il y a de gros concurrents. En Asie, ça commence. Je prends quelques instants pour vous parler de ma newsletter. Depuis 2020, j'analyse les décisions des entrepreneurs du top 5% pour comprendre comment ils ont construit des entreprises performantes. Le lien est accessible dans la description de l'épisode. Allez, retour à l'invité. Oui, Voilà. Ça montre une tendance. Exactement. Tu disais les petits vont se regrouper pour faire du moyen. Oui. Toi, au regard de la taille, j'imagine que tu te considères parmi les petits du marché. Tout à fait. Tu as déjà anticipé peut-être des croissances externes ou des rapprochements. Et comment ça peut se passer avec ta technologie propriétaire? Parce que j'imagine que tes concurrents ou tes confrères ont aussi leur propre techno. Exactement. Donc pour le moment, si tu veux, moi ce que je peux voir pour mon marché, puisque je ne parle que de ce que je connais. On a un concurrent qui est plutôt sur les US, un concurrent qui est plutôt sur les UK, et nous qui sommes plutôt sur l'Europe continentale. Voilà. Donc pour le moment, notre but c'est d'arriver à faire suffisamment de chiffre d'affaires, à avoir suffisamment de free cash flow positif pour ne plus être en stress quotidien sur la gestion de ton cash, sur les recrutements, sur tout ce qui va avec, parce que ça demeure quand même quelque chose qui est toujours... Enfin, nous mentons pas. En France, quand on te dit que tu vas être payé à 30 jours, 60 jours, la plupart, c'est plutôt du 60 jours fin de mois, donc c'est du 90 jours, et ça glisse. Et ça glisse souvent, malgré ce qu'on me dit. Même si j'ai des clients qui me payent des pénalités, mais qu'on me paye une pénalité parce que j'ai été payé à 4 mois, je préférerais pas avoir 500 balles de pénalité et avoir été payé dans les délais. Oui, et puis une pénalité finalement pour eux de 3%, alors qu'en fait, en plaçant pendant ce temps-là l'argent à 10% ou autre... C'est à peu près ça. C'est eux qui sont encore gagnants. Donc si tu veux, de ce côté-là, effectivement, on fait plutôt attention. Moi, ce que je vois sur du moyen terme, c'est du rachat par des très gros. D'accord. Voilà. Okay. Mais ça peut aller d'un gros aussi bien sur des partenaires, donc un distributeur, un intégrateur, qui se dit tiens, finalement, c'est pas si niche que ça. Finalement, j'ai vraiment besoin de ce style de produit. Plutôt que d'en acheter pour 1,5 million par an, autant racheter la boîte. Oui. Après, ce n'est qu'une question de négo. D'où l'intérêt, effectivement, pour chaque petit d'arriver à un dimensionnement suffisamment intéressant pour faire en sorte que, le rachat soit bien valorisé. Les ratios aujourd'hui sont plutôt pas mauvais, mais tu vois bien que les ratios, tu vois le private equity en ce moment, hein, tout se casse la gueule, c'est horrible. C'est la même chose pour les sociétés. Il y a des ratios, mais les ratios descendent de plus en plus, donc je pense pas que ça soit forcément la meilleure période pour vendre. Tu veux dire les multiples plutôt? Ouais, exactement. Pardon, excuse-moi si j'ai pas été clair. Au niveau des multiples, c'est encore pas mal, mais je pense que ça va continuer à baisser. Donc, on va très certainement attendre que ça remonte. Et derrière, il y aura des vrais rapprochements. Ouais, ok, donc ça fait partie d'une potentielle stratégie. Oui. Et tu disais donc oui, des concurrents ou des partenaires. Oui, exactement. Toi, comment tu processes ta décision? C'est ça aussi qui m'intéresse pour les auditeurs, de dire ok, comment tu choisis à un moment donné de dire je vais plus vendre à un tel, ou alors comment je choisis d'attendre. Alors on l'a vu, c'est plus une question de multiples et donc de valorisation potentielle. Enfin, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment un DG, un dirigeant, un entrepreneur réfléchit quand il est face à des choix stratégiques pour son entreprise. Alors je pense que le premier, il faut être clair, c'est le montant. C'est pas compliqué. C'est grosso modo, est-ce qu'avec la somme que je vais en récupérer, je vais avoir la vie qui m'intéresse derrière? C'est pour moi le premier marqueur. Le deuxième derrière, effectivement, c'est que va devenir l'entreprise? Est-ce que c'est toi qui rachètes? Est-ce que c'est toi qui rachetais? Tu vois, tout à l'heure, tu parlais des technos. C'est la même chose. Quelle est la techno qui va être retenue? Est-ce que c'est la tienne? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que les deux vivent en parallèle? Est-ce que les deux peuvent vivre en parallèle? Exactement, mais tu sais bien que ça marche pas. Ça peut marcher sur du court terme, mais sur du moyen ou du long terme, c'est pas possible. À part s'il y a du holding au-dessus et que tu dis tiens, on en rachète plusieurs et on fait une holding. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Mais j'y crois peu. J'y crois peu aujourd'hui. Non, je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est je ne connais pas un entrepreneur aujourd'hui qui ne te dise pas Fontaine, je m'aurais pas de ton eau. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a 2 ans, je t'aurais dit écoute, moi, je vendrai jamais, entre guillemets. Tu vois, je vendrai pas. Aujourd'hui,
la taille commence à devenir intéressante, les revenus commencent à devenir intéressants. Est-ce que si j'ai une vraie belle proposition, est-ce que je vendrai pas? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que si derrière il y a un chouette projet industriel, est-ce que si on propose d'y participer, etc., etc. Enfin, si tu veux, je pense qu'il y a énormément de critères et c'est quelque chose sur lequel je suis tout sauf ni fixé ni fermé aujourd'hui. Alors, tu disais tout à l'heure, bon, tu communiques pas sur le chiffre. Tu parlais des ratios. Aujourd'hui, sur le service SaaS, on connaît à peu près les ratios d'entreprise. T'es à quoi si on regardait juste l'EBITDA ou autre? T'es à 10, 20, 30%? Écoute, considère que je suis sur le haut de la fourchette. Ok. De la Voilà. fourchette que je viens de donner? Ouais, exactement. Ok. Donc effectivement, après, oui, tu peux jouer sur des multiples Oui, pour qui sont avoir une belle sympas. valorisation. Oui. Ok. Ok, très bien. Alors, j'ai dit en introduction tout à l'heure que tu avais quitté un job finalement confortable. Oui. Pourquoi finalement ce choix? Qu'est-ce qui t'a motivé? Tu sais, le matin quand tu te lèves, je parle pour moi, hein, j'ai besoin d'avoir un petit quelque chose et de me dire, tiens, aujourd'hui, je vais faire quelque chose de bien de ma journée et je vais m'éclater et je vais avancer. Mon ancien poste, je l'ai fait pendant 7 ans. Franchement, au bout de 7 ans, je n'apportais plus rien. C'est-à-dire que j'étais rentré dans une routine. Les 2 premières années, tu construis, donc tu es super content, l'ambiance est bonne, la croissance est là, etc. Puis tu stabilises pendant les 2 années qui suivent, et puis après, bah, tu continues ta croissance, plus ou moins en fonction des années, en fonction de tes réussites commerciales. Et je pense que on a tous besoin de challenge. Et il y a des gens qui peuvent rester pendant 20 ans dans un poste parce que le challenge pour eux, c'est de tenir au quotidien. Moi, mon challenge, bah, c'est d'avoir quelque chose qui me fasse me lever tous les matins avec une niaque que je n'aurais pas autrement. Et hormis l'entrepreneuriat, je vois pas grand-chose d'autre qui puisse t'apporter ça. Bah, après, t'as fait une sorte d'intrapreneuriat quand t'es DG Oui. d'une boîte, même si c'est pas la tienne. Je sais pas d'ailleurs si t'étais intéressé ou pas. Non. Oh, bon, ok. Non, malheureusement. Ok. Oui, mais j'imagine que t'avais du variable sur le résultat quand même Ah que oui. t'apportais. Ah oui, je te confirme. Ok, donc ça, c'est ce qui a motivé ta décision. Justement, on parle de décision. Ça m'intéresserait d'aller creuser pour savoir quelle est la décision dans ta carrière, que ce soit là avec ton entreprise ou peut-être même avant, qui t'a coûté le plus, indépendamment de la dimension humaine, financière, temporelle, ce que tu veux. Mais c'est quoi la décision qui t'a coûté le plus? Ah, je peux te le dire très facilement. Ouais. Notre levée de fonds. Ok. Voilà. On a décidé il y a 2 ans, histoire d'avoir plus de cash et de pouvoir recruter plus facilement. En fait, ce qu'il faut comprendre, en France, je te dis n'importe quoi, mais admettons, ta société faisait 1 million, 1,5 million de chiffre, tu sors 150K de résultats nets. Ok. Donc, déjà, tu vas payer pas mal d'impôts dessus. C'est la première chose. Mais ce qui va te rester, finalement, quand tu vas vouloir recruter quelqu'un en France, donc admettons que t'es 150K de résultats, tu vas avoir ta flat task, tu vas lever, allez, grosso modo, t'enlèves 25-30%, maintenant encore plus, mais peu importe. Donc tu vas dire, il me reste 100K. 100K, tu recrutes une personne. Voilà, une. Et y arrive un moment, un par un, la gestion de bon père de famille, c'est sympa, mais tu t'épuises. Oui, C'est-à-dire que voilà, une année, tu en recrutes un, l'année d'après, bah, tu vas recruter un alternant et un autre CDI, et tous les ans, finalement, tu recrutes 1-2 personnes. Et tu te dis... Tu peux pas avoir la vélocité que tu veux, la vitesse. Voilà, tu dis, j'ai un marché qui est demandeur, et finalement, je ne réponds pas aux attentes de mon marché parce que je n'ai pas l'assise financière qui va avec. Donc le fait de faire rentrer des investisseurs, donc nous on est passé par une société qui s'appelle Seed4Soft, c'est un groupement d'investisseurs, ils sont exceptionnels. Ah, Olivier? Tu les connais? Ouais, très bien. Mais Olivier Bah, est passé sur ce podcast. Ah, je savais pas du tout. Ouais. Très bien. Bon, alors écoute, nous ça s'est très bien passé. Je considère qu'ils sont d'une grande aide. Tu vois, ça te permet de sortir la tête de l'eau, ça te permet de discuter avec des gens qui ont vécu ce que tu as vécu. Ça permet d'avoir... Nous, on a vraiment une aide aujourd'hui, je dirais, sur un format direction générale et une aide sur la partie commerce. Voilà.
Donc, bah, écoute, ça te permet de te dire en termes de stratégie, est-ce que je me gourre ou est-ce que je me gourre pas? Ça a l'air d'aller. Au niveau commerce, bah, tiens, j'ai tel problème, tel jour, tel moment. Bah, tiens, regarde, je suis peut-être en train de m'embourber, je manque de recul. Mmh. Tu vas avoir quelqu'un Oui, parce que le qui... parti pris de Seed for Soft, c'est Ouais, d'apporter effectivement des fonds, mais aussi de mettre au board de personnes exactement. pour pouvoir apporter aussi une dimension stratégique. C'est ça. Parce que depuis tout à l'heure, tu dis nous ou on, et je m'étais noté dans les questions, est-ce que tu as des associés ou Oui, pas? oui, oui, oui. Et justement, voilà, ces décisions, comment elles sont prises? Alors écoute, tu vois, c'était le même principe. C'était, je crois, Bernard Tapie à une époque qui disait, le chef d'entreprise n'a pas besoin d'être compétent. C'est fini. Par contre, il a juste besoin d'avoir une seule compétence, c'est de savoir bien s'entourer. Exactement. Écoute, c'est exactement ça. J'ai un associé principal Mhm. et derrière, on a pas mal donc d'associés dans Seed4Soft. Je crois qu'ils ont été une vingtaine à investir dans la société. On a levé 1,5 million. Hmm. Donc, on a été très raisonnable. On a levé le minimum. On vient de refaire une augmentation de capital de près de 400K. D'accord. Donc voilà. Donc on reste sur des montants qui sont raisonnables, qui nous permettent de recruter juste ce qu'il faut, en faisant attention avec une dilution la plus faible possible. Tu restes majoritaire? Ah oui, Hmm. c'est nécessaire. Donc aujourd'hui, grosso modo, on a encore un peu plus de 80% Hmm. directement de la société, donc on fait relativement attention à ça. Et c'est ce qui m'a coûté le plus, parce que je me suis rendu compte que ce modèle de bon père de famille, c'était trop limité. Hmm. Et j'étais persuadé qu'on arriverait à grossir plus vite et plus fort que ça. Bah, quand tu as un modèle prédictible, que tu sais que Ouais. effectivement il y a de la demande, que tu as 5 ans ou 7 ans de chiffre d'affaires avec une lifetime value avec clients de 5-7 ans, pardon, avec la demande est là, effectivement, tu sais que tu peux mettre de l'essence dans le moteur et aller Mmh. chercher des fonds et de l'aide pour aller développer l'entreprise. C'est ça. Donc, Et c'est comme ça que ça s'est passé. ok, donc, et ça, donc, tout à l'heure, je te disais la question qui t'a le plus coûté dans ta carrière. Mmh. Donc, en quoi C'est cette ça. décision t'a coûté? Le fait de savoir que je ne serai plus, seul à la barre. Ouais. Voilà, que j'allais devoir partager. C'est pas, c'est ton bébé. Ouais. Tu vois, c'est relativement simple. Alors on est réellement 2 associés avec le même pourcentage à part Mhm. égale. Donc il y a Antoine et Anthony. Donc Antoine est vraiment sur la partie technique, D'accord. pure et dure, et moi je suis vraiment sur la partie commerciale et tout le reste. Ouais, mais tu as sécurisé les deux profils qui vont bien pour l'entreprise. Voilà. Et en plus, Donc, c'est une super personne. Nous sommes des amis et c'est merveilleux de travailler avec Antoine. Donc, c'est vraiment un plaisir. Et si tu veux, le fait de se dire, ben, on va devoir lâcher un petit peu les rênes, on va devoir expliquer, on va devoir... ouais, non, mais c'est jamais simple, hein. Non, En tant non, que... franchement, c'est pas simple. Tu vois, Même si tu sais que c'est pour la bonne chose, parce que c'est pour t'aider, on arrive avec des fonds, c'est avec ça. des profils qui ont déjà des expériences Mm, significatives et riches. Euh, c'est ça. ok, à l'inverse, la décision que toi tu referais demain, tu te dis, ça c'est... Recréer l'entreprise. ouais. Ouais, tu vois, malgré toutes les difficultés, malgré le stress sur le cash au quotidien, sur les recrutements, sur l'humain, sur les contrats, sur le juridique, sur tout ce qui peut exister sur l'administratif français, etc., ça demeure certainement l'expérience la plus enrichissante que Mm. j'ai jamais eue. Mm. Et je sais que même si, tu vois, admettons que je revende dans quelques années et que derrière je reconstruise, ça sera plus la même chose parce que là, c'était la première fois. Ouais. Et la première fois, ça demeure quelque chose de particulier. Et la première fois, à un âge où la plupart me disaient, mais t'es dingue, tu gagnes super bien ta vie, Oui. reste où tu es, bouge pas une oreille et puis c'est parti. Non, pas du tout. Je le Mais bon, referai si c'est avec pour grand avoir des plaisir. regrets dans 15 ans, 20 C'est ans, exactement ça. Voilà. ça sert à rien, C'est quoi. comme dans un couple. Ok. Non, mais c'est voilà, c'est intéressant de voir pas ce qui se cache, mais ce qui motive des décisions derrière. Ouais. Et je crois d'ailleurs qu'il y a une statistique qui montre que c'est vers 42 ou 45 ans que J'ai vu ça aussi. qu'on monte les Il y boîtes a- qui ont le plus de succès derrière, parce qu'a priori, on Exactement. a déjà un peu d'expérience, du réseau, potentiellement des fonds. C'est ça. Alors qu'on entend beaucoup parler de réussite sur plutôt des très jeunes à la Ouais. sortie de l'école, Ouais. etc. Dans la vraie vie, c'est pas ça du tout. Et effectivement, j'ai lu ça, mais tu sais que ça fait partie des choses qui m'ont rassuré. Et Ah je oui. plaisante pas. Ouais. C'est-à-dire que quand tu te lances, tu dis, 45 ans. Et puis tu regardes et tu te rends compte effectivement que l'âge moyen du créateur d'entreprise ou du repreneur d'entreprise, bah, c'est plutôt ça. Et celles qui fonctionnent bien, bah, sont plutôt celles-là et qui s'entourent. Même principe que pour les associés, il y a des compétences bien spécifiques, avec des Mm. responsabilités bien validées, bien encadrées. Comme ça, chacun gère son précaré et ça le fait bien. Mm. Et donc oui, c'est exactement ça. Ça fait partie, je t'assure, le fait de lire tout ça, ça fait partie des choses qui m'ont aussi convaincu. Parce que au fond de toi, tu as envie d'être convaincu. Mais oui.
Ça, c'est le biais après de confirmation. C'est Voilà. ça. Le conseil que tu aurais aimé recevoir, justement, avant de te lancer. euh, Heu, écoute, travaille ta résistance au stress. C'est c'est vraiment l'élément clé. Heu, En fait, je pense que tous les créateurs ont la même problématique. C'est-à-dire que c'est vraiment ton bébé, donc c'est quelque chose qui t'accapare trop de temps. mm, Tout de suite. Et tu vois, quand on te dit: «Ah tiens, j'ai pas pris de vacances pendant 2 ans», c'est bah, ouais, c'est 5 jours de vacances. Dans l'année, quand tu regardes, la première année, tu te dis: «Attends, c'est dingue, avant, tous les étés, je partais 3 semaines à l'autre bout du monde», et puis là, tu te dis: «Bah, cet été, j'ai pris 5 jours à 500 bornes». mm, Et donc non, c'est vraiment cette partie-là, c'est, tu beau le savoir, quand tu le vis, c'est pas la même chose. mm, Tu te rends compte que tu as posé 5 jours de vacances et c'est pas grave. mm. Par contre, au bout de 2 3 ans, tu commences à le payer. Oui, une Et là, usure tu sais dans la durée. que, tu vois, là, moi, on arrive, ça va faire 8 ans. Donc là, là, maintenant, tout le monde prend des vacances correctement. Alors, on n'est peut-être pas encore à 5 semaines, mais on n'en est pas loin. Ça y Mm, est, ça se rapproche. C'est vraiment un élément clé où apprends à gérer ta résistance au stress dès le début, la façon dont tu t'investis. C'est-à-dire que c'est pas grave. On est vendredi, si tu réponds pas à ton client dans la demi-heure, de toute façon, sur un malentendu, il est parti en week-end, déjà. Donc mm, ça pourra attendre lundi matin. Et mm, ne passe pas ton week-end à bosser dessus. C'est le même principe, ça peut attendre lundi matin. Il n'y a pas mort d'homme. Et la surqualité au début, certes, c'est ce qui fait la réputation de ta boîte et c'est ce qui fait que tu avances. Mais il y a un moment, faire de la surqualité pour faire de la surqualité, ça sert à rien. Bah, parfois, c'est aussi pour se rassurer. C'est possible. Mm. C'est possible. Tu vois, Ouais, parce ouais, que tu je as vois toujours ce bien. complexe quand tu te lances, de dire bah, est-ce que je suis vraiment légitime ou crédible, donc à surdélivrer ou donner de la surqualité. Alors écoute, je te ferai rigoler, on l'a pas eu du tout. Parce qu'en fait, on a beaucoup étudié les solutions de nos concurrents Ouais. et on a considéré que c'était de la merde. Mm, Donc on trouvait dès le début, on trouvait que notre offre était géniale. Tu mm, sais, vachement vachement humble et tout, tu vois le petit nouveau qui arrive sur le marché qui dit: «Regardez, tout le reste, c'est de la merde», alors que nous, on fait vraiment quelque chose qui est largement au-dessus. Donc voilà, donc c'est assez amusant, mais on l'a pas eu. On a plutôt eu le syndrome inverse, c'était de se dire, la solution d'un de nos plus gros concurrents, lui, il fait 2 milliards de chiffres. mm, Et une fois qu'on l'a eu disséqué, on s'est dit, mm, c'est pas possible qu'ils aient fait quelque chose d'aussi médiocre que ça, avec la taille des équipes et tous les moyens qu'ils ont mis derrière. mm. Donc voilà, Donc donc excès de confiance plutôt. ouais, ça a plutôt été ça, mais ça nous a plutôt servi. Mm, Parce que si tu veux, à chaque fois qu'on est arrivé, c'était, bah, tu pouvais nous dire ce que tu voulais sur les offres concurrentes, en termes d'arguments, on était blindés. Donc dans mm, le traitement des objections sur, tel concurrent fait ça, ouais, bah, hop, mm. voilà. Donc dans le traitement des objections, ça aide beaucoup. Ok. Eh, écoute, on va devoir terminer cet épisode. Oui, ça reste fait. Merci à toi, Anthony, pour bah, toutes ces informations, tout ce C'est partage moi. d'expérience que tu as pu faire. Heu et voilà, c'était, riche, Mmh. et puis, bah, pour vous qui écoutez ou regardez, cet épisode, si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les derniers épisodes, du podcast Comment tu as fait, découvrir des expériences, voilà, riches et enrichissantes, pour, tout entrepreneur. Si vous n'êtes pas encore, abonné sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, bref, toutes les bonnes plateformes d'écoute, allez-y dès maintenant. Envoyez-nous des commentaires sur, voilà, comment vous avez, reçu cet épisode, du jour, et puis on y répondra avec grand plaisir, et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes. Bye.